The conclusion I've come to is incredibly wild, that those in charge have been successful in keeping secret the greatest story of mankind. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this. They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock, it doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object. And as I came around, I seen there was an inscription on the front. And this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs. And as I, ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you, they should open those Roswell files. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. If it's out there, if it's real, we have a right to know. Quand j'ai été au poste de police militaire, un sergent a commencé à rire et j'ai dit « Qu'y a-t-il de si drôle ?» Et il m'a dit hier soir « Burroughs, Peniston et Kovanicek étaient dans la forêt pour chasser l'OVNI toute la nuit. » Évidemment, j'ai ri de la blague car c'était plutôt drôle. Mais 2 jours plus tard, le colonel Halt est appelé par le chef de la police militaire de la base. L'objet non identifié serait de retour. Le colonel part aussitôt sur place avec une douzaine d'hommes. On approche du site et le lieutenant me montre les empreintes. Il y avait 3 empreintes de 25 à 30 cm chacune dans une sorte de triangle. J'ai demandé à un sous-officier de sortir le compteur Geiger, de faire des relevés et de prendre des photos. Et nous avons fait des marques sur les différentes traces. Nous avons cherché et trouvé des marques sur les arbres. Et le lieutenant a regardé en haut. Regardez, il manque des branches à l'arbre. J'ai noté tout ça et le sous-officier lisait son compteur Geiger. Les niveaux n'étaient pas dangereux, mais 5 à 10 fois plus élevés que la normale. Un gars de notre équipe a dit « Regardez là-haut ». Nous avons regardé à travers les arbres et nous avons pu voir quelque chose d'énorme. C'était de forme ovale, rouge, avec un centre noir. Ensuite, il voit plusieurs lumières. Le colonel Halt appelle sa base et il enregistre sa conversation. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's coming this way. It is definitely coming this way. 0315, now we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones to the north are moving, one's moving away from us. Moving out fast. Yeah, we're both heading north. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. L'objet a reculé. Il est retourné sur le champ du paysan. Il est resté stationnaire pendant un petit moment, et puis silencieusement, le plus juste, c'est de dire, il a explosé. Il s'est transformé en 5 objets et a disparu.
Juste comme ça, il n'y avait pas de bruit, rien. Le colonel Halt rédige un rapport pour le ministère de la Défense britannique. Il raconte en détail ce qui s'est passé. Nous avons retrouvé un ancien membre du ministère de la Défense britannique qui a accepté de nous parler. Nick Pope a travaillé 21 ans au ministère de la Défense. Pendant 3 ans, il était en charge du bureau 2A. Derrière cette appellation se cachait en réalité le bureau de recherche sur les ovnis au Royaume-Uni. Ce sont eux qui ont travaillé sur cette affaire de Rendlesham. L'affaire de la forêt de Rendlesham est la plus célèbre affaire d'OVNI. Elle est intéressante car il ne s'agit pas seulement de lumière dans le ciel. Nous avons un rapport clair et de nombreux témoins militaires qui parlent d'un engin qui a atterri. Il a laissé effectivement des traces physiques, des marques sur le sol et aussi des radiations. Nous avons là quelque chose de beaucoup plus important que d'ordinaire. Voici des moulages des traces au sol qui ont été laissées par l'engin. Ces moulages ont été réalisés par l'armée. Le point intéressant, c'est que c'était l'hiver. Le sol était très dur et les militaires consultés ont estimé le poids de l'engin à plusieurs tonnes pour pouvoir réellement faire ces marques. Des relevés de radiation ont été aussi analysés. J'ai ici ce document. C'est l'expertise des équipes du ministère de la Défense sur les radiations relevées par le colonel Halt sur le terrain. Et il dit que ces niveaux sont nettement supérieurs à la normale. C'est le document officiel du ministère de la Défense. Nous sommes retournés sur la base de Rendlesham avec l'astronome anglais Ian Ridpath. Ce scientifique reconnu démontre régulièrement les supercheries liées aux soi-disant apparitions d'objets volants non identifiés. Ian Ridpath pense que le colonel Halt s'est trompé. De nuit, il nous conduit à l'endroit exact où les militaires américains pensent avoir vu l'OVNI. Quand nous serons à l'endroit où se tenait le colonel Halt, nous allons également voir une lumière clignotante dans la même direction que la ferme. Et c'est en fait un phare. Je pense qu'il est tout à fait clair que la lumière clignotante qu'il voyait entre les arbres, c'est le phare à 6 km sur la côte. Et effectivement, au loin, une petite lumière clignote. Pourtant, les militaires parlaient d'une intense lumière. Ici, nous sommes à peu près où le colonel Halt était quand il recherchait à travers les champs vers ce qu'il a décrit comme une lumière clignotante. Je pense, vous savez, qu'on parle d'il y a plus de 20 ans. Il y avait moins d'arbres au loin, par conséquent, il a vu la lumière plus intensément que ce que nous voyons maintenant. Il n'était pas là. Vous avez déjà vu un phare se déplacer au-dessus de la forêt, venir vers vous et exploser en 5 objets? Les objets étaient là et le phare là-bas. C'est tout ce que je peux lui dire. Quant aux traces trouvées dans le sol, l'astronome britannique a aussi une explication. Ce que nous pouvons voir dans de nombreux endroits sur le sol de la forêt, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui ont été grattées par des lapins ou de petits animaux. Cela ressemble un peu à ça. Ils en ont trouvé et ils ont interprété cela comme des traces d'atterrissage. Pour penser que ces marques ont été faites par des lapins, il faut être fou. Le sol était gelé, presque solide. Et il aurait fallu, selon les calculs des militaires, il aurait fallu un objet de plusieurs tonnes pour faire ces marques. Ce devait être un très gros lapin. Depuis 27 ans, le gouvernement britannique a toujours refusé de s'exprimer sur l'objet volant décrit par les militaires américains à Rendlesham.
Selon vous, pourquoi le ministère nous a-t-il refusé une interview? La politique du ministère de la Défense a toujours été de minimiser la question des ovnis. Oui, il y a même parfois de l'embarras, car ces objets se déplacent très vite, font des manœuvres que même les meilleurs jets ne peuvent pas faire. Personne n'aime parler d'une situation où l'on est désemparé et où la réponse est « nous ne savons pas », car le gouvernement passe alors pour stupide et ignorant. Dans d'autres pays, comme en Amérique latine, l'armée fait beaucoup moins de mystère sur le phénomène OVNI et ne cache pas être préoccupée par certaines apparitions. Nous sommes à Lima, la capitale péruvienne. Sur l'aéroport se tient un meeting organisé par l'armée de l'air. Il y a 6 ans, l'armée a créé un organisme officiel chargé d'étudier tous les phénomènes OVNI. Son créateur, c'est cet homme, le commandant Chamorro de l'armée de l'air. Commandant, pourquoi l'armée a créé cet organisme qui s'intéresse aux phénomènes non identifiés? On ne peut pas nier l'existence de ces phénomènes. Ils sont très fréquents dans notre pays. Il faut donc contrôler l'afflux des rapports, les enregistrer et élaborer un processus d'enquête. Pour l'aspect scientifique, on sollicite des spécialistes. Et depuis la création de l'organisme, vous avez eu beaucoup de témoignages? Énormément. Ça arrive souvent? Tous les jours. Voici le commandant Santa Maria Huertas, pilote de chasse des forces aériennes du Pérou. Il affirme s'être retrouvé nez à nez avec un OVNI en 1980. Ce jour-là, sa base militaire a d'abord cru avoir repéré un avion ennemi. L'alerte a été immédiatement donnée. Le commandant a donné l'ordre de faire décoller mon avion pour le chasser avant qu'il ne s'approche davantage de la base. Nous avions peur qu'il fasse de l'espionnage. Le commandant Santa Maria monte à 600 mètres d'altitude pour prendre en chasse ce qu'il croit être un appareil ennemi. J'ai opéré la procédure classique. Je me suis placé en position d'attaque au-dessus de l'objet qui était à 600 mètres d'altitude. Je lui ai lancé une longue salve de 64 obus. Je m'attendais à ce qu'il explose, mais à ma grande surprise, il a entamé une ascension très rapide en s'éloignant. J'étais présent lorsque le commandant est parti poursuivre cet objet sur la base de la Joya. Nous étions presque 2000 personnes à travailler sur la base. Nous avons tous vu de nos yeux depuis le sol ce qui se déroulait dans les ciels. Je suis passé à une vitesse supersonique. J'ai atteint Mach 1,6. Je suis monté, mais lorsque je suis passé au-dessus de l'objet, celui-ci s'est mis à monter avec moi. On est allé comme ça jusqu'à 19 000 mètres. Là, il s'est arrêté. Mon avion flottait. Je n'avais plus assez de carburant, plus de munitions. Mais je me suis rapproché et quand j'étais plus près, j'ai pu l'observer. C'était un objet lisse avec une surface sphérique, une coupole avec une base comme en métal. Il n'avait absolument rien qui dépassait, pas de moteur, d'aile, d'antenne ou de hublot. Aucun élément classique que l'on trouve sur les avions. Le rapport de l'armée de l'air a été très bien fait. Il était documenté avec toutes les informations. Seul l'avion apparaissait sur le radar. J'ai fait mon rapport. J'ai dit que l'objet était statique, mais que je n'avais plus de carburant, et j'ai demandé qu'on envoie un autre avion pour poursuivre les attaques. Mais la base m'informa qu'à cette altitude, il n'était plus possible d'envoyer un avion pour le détruire, et je suis rentré. Pendant 22 ans, ces témoignages sont restés secrets. Mais aujourd'hui, les militaires péruviens ouvrent leurs dossiers. Ils les transmettent à la communauté scientifique
pour obtenir des explications rationnelles à ces phénomènes encore inexpliqués. Au Chili aussi, l'armée de l'air a créé un organisme qui recense et analyse les phénomènes aériens anormaux. Les rapports sont confidentiels, mais à titre exceptionnel, les autorités ont accepté de nous entrouvrir leurs archives. Voici des rapports rédigés par des pilotes. Certains échanges radio entre avions et tours de contrôle sont troublants. Le 1er juin 1988, par exemple, la tour de contrôle de Puerto Montt et un pilote de ligne voient la même chose. Un objet volant non identifié, invisible sur les écrans radars. Porque entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. ¿Aprecia lento o rápido? Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido. Tuvimos que hacer el quite con un viraje a la izquierda. Sergio Werner était instructeur de l'armée de l'air en 1997. Lors d'un vol de routine au-dessus de la ville d'Arica, avec un élève et un mécanicien, il a aussi été confronté à un phénomène non identifié. J'ai vu un objet blanc avec une lumière jaune. Quelques minutes après, la tour de contrôle m'appelle car de nombreuses personnes au sol voyaient la même chose au-dessus de la ville. Parecía la amarilla, la luz de la ciudad, pero ahora volvió a aparecer, pero más adelante. ¿Se desapareció o no? Cambió de posición, pero velozmente, y tuve la oportunidad de lograr. À peine terminé ma phrase, l'objet s'est retrouvé en moins de 3 secondes à 12 heures. C'est-à-dire juste en face, ces mouvements étaient assez rapides. Et qu'avez-vous ressenti? Très vite, mon élève m'a confirmé ce que je voyais. Je ne lui avais rien dit au début, il était trop absorbé par ses instruments de vol. Et c'est ce qui m'a prouvé que c'était réel. Le mécanicien qui était placé au milieu l'a vu également. L'organisme chilien qui recense les phénomènes aériens anormaux mène des enquêtes systématiques. Le patron de cet organisme, Gustavo Rodriguez, se méfie des simples témoignages oculaires et des photos. Pour preuve, il nous montre ce cliché. Ce sont 2 pigeons qu'il avait lui-même lâchés afin de démontrer qu'une photo n'est pas une preuve. Restent de nombreuses observations inexplicables. Notre intention est de compiler le plus de rapports possible pour pouvoir définir ces phénomènes et pouvoir ainsi prévenir les pilotes de ce qu'ils risquent de rencontrer lors de l'apparition d'un objet, comme des communications brouillées par des interférences. Nous en avons plusieurs cas au Chili. Lorsqu'un objet non identifié se manifeste près d'un avion, il provoque des interférences. Anómalo, como nosotros le llamamos, opera cerca de una aeronave, produce interferencias en las comunicaciones. L'armée et les gouvernements d'Amérique latine commencent à parler ouvertement des phénomènes aériens non identifiés. Mais les officiels ne sont pas les seuls à s'intéresser aux phénomènes. Dans un instant dans Révélation, nous serons en Norvège, où des scientifiques ont régulièrement l'occasion de contempler ce qu'ils pensent être des ovnis. C'était une forte lumière. Ça a duré quelques secondes. Did you see it? I saw it. Esdalen,
un petit village de quelques centaines d'habitants perdu au milieu de la campagne norvégienne. Ce village cerné par les montagnes intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. Nous avons rendez-vous avec Erling Strand, un professeur en communication de données à l'université d'Østfold de Norvège. C'est lui qui a initié le projet Esdalen, un projet d'observation scientifique et de recueil de témoignages sur les phénomènes aériens non identifiés de la vallée. Beaucoup de gens voient des ovnis ici? Oui, les gens rapportent une vingtaine d'observations chaque année. La montagne sur la droite là-bas, c'est ici qu'il y a beaucoup d'observations. Des étranges et grandes lumières qui se déplacent. Elles suivent la vallée en face de la montagne que vous voyez dans le fond. Ces apparitions récurrentes ont poussé la communauté scientifique à s'y intéresser officiellement. L'armée norvégienne a apporté son aide matérielle pour installer une station automatique dans la montagne. Elle filme, photographie et analyse la moindre source lumineuse inhabituelle dans le ciel. Nous avons un système électromagnétique de détection. Nous avons un mètre magnétique, des caméras et des ordinateurs qui sont programmés pour se déclencher si quelque chose se passe. Et aussi des enregistrements vidéo. Et ils ont enregistré beaucoup de choses. Quand il se produit quelque chose, la caméra se déclenche pour une durée de 12 petites secondes. 4 décembre 1999. Voici le lieu de jour. Et le voici filmé à 17h20 de nuit. La lumière n'a pas disparu. C'est la caméra qui a cessé de tourner au bout de 12 secondes. Nous avons agrandi l'image. Cette lumière qui traverse le champ de la caméra fait partie des phénomènes d'Esdalen, comme les ont plusieurs fois photographiés les scientifiques. Erling Strand connaît bien les habitants de la région. Cela fait 20 ans qu'il travaille avec eux. Il recueille leurs témoignages et il y aurait au moins 20 apparitions chaque année. Il a fait 67 observations. Le plus impressionnant, ça s'est passé le 20 janvier 1986. Lorsque l'on a atteint la crête, on a vu 3 grandes lumières sur le sol. Il y en a une qui a bougé vers la gauche, elle a tourné autour des autres. Elle est montée et descendue, et puis celle du milieu a bougé à son tour. On n'est pas resté. On a regagné nos maisons car on avait peur. J'ai vu une lumière venant du sud et se dirigeant vers le nord. Vous vous souvenez de sa forme et de sa couleur? Il y avait 2 lumières, au-dessus et 2 en dessous. Il y avait 2 feux aussi à l'avant et la lumière venait de l'intérieur. Pour tenter de percer le mystère de ces lumières, Erling Strand organise chaque été avec des étudiants un campement scientifique. Il y a 3 sites d'observation reliés par radio avec ce camp de base. Nous passons le premier soir au camp principal, une ferme transformée en PC de fortune. Très rapidement, la radio crépite. Un des camps a vu une lumière. Ils ont vu une lumière et ils se renseignent sur la direction.
Ils ont vu une grande lumière qui était de la taille d'une voiture. Je pense que c'était à une grande distance. Ça devait être vraiment gros, je crois. Nous décidons de partir vers le seul site d'observation accessible en voiture. Nous arrivons au camp d'observation. Le champ électromagnétique permet de détecter des phénomènes invisibles à l'œil nu. Nous avons eu une observation très nette. Dans cette direction à l'ouest, un peu comme un éclair d'une seconde et demie. Une lumière orange, et comme la nuit est noire, nous avons pu voir la lumière très clairement. Les étudiants l'ont vu aussi, je dirais que c'est la meilleure observation que j'ai faite. C'était super. Les étudiants mesurent la vitesse du vent, la température, la pression atmosphérique et le taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est très élevé, au-dessus de 90%, les phénomènes sont plus fréquents. Le lendemain matin, nous faisons le point avec le professeur Erling Strand sur ces phénomènes. Est-ce qu'il y a une explication physique, rationnelle de ces phénomènes? On n'a pas trouvé la solution pour expliquer ce que c'est. Il s'agit peut-être de différents phénomènes. Peut-on comparer ces phénomènes aux aurores boréales? Non, non, cela n'a rien à voir. Au-delà des observations, le professeur Strand affirme avoir pu faire réagir ces fameuses lumières. C'était en 1988. Pendant notre premier camp de recherche, on a testé un faisceau laser pour voir si les lumières réagissaient. Nous ne pensions pas qu'il y aurait de réaction. Mais ce qui s'est passé, c'est que la lumière clignotait régulièrement. Et lorsque nous avons dirigé le faisceau laser sur elle, elle a doublé sa fréquence de clignotement. Et ça s'est passé à chaque fois que l'on pointait le faisceau laser sur la lumière. Quand on retirait le faisceau, elle revenait à son clignotement régulier. Et vous pensez que c'est quoi? Au début, quand on a commencé notre recherche, je pensais que quand on aurait des données, on trouverait une solution. Mais finalement, plus on a de données, plus on travaille, plus cela devient mystérieux. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui partent en observation. Près d'1 heure de marche avant d'arriver au sommet. Dans cette zone, il y a eu beaucoup d'observations au-dessus de ces montagnes. La plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets. Le matériel est déployé. L'attente commence. Si quelqu'un voit une lumière, la personne qui a le talkie-walkie doit tout de suite avertir le quartier général. Le froid s'installe avec la nuit. Il fait moins 5 degrés. Et tout à coup, à 22h10, des cris. Nous avons ralenti l'image. Traversant le ciel comme un bolide,
Une lumière. Le temps de zoomer et de faire la mise au point, elle disparaît. L'observation n'a duré que 8 secondes. Voici la même image, agrandie. Rettelse 200 grader. Vous avez vu les enfants? C'était une forte lumière. Ça a duré quelques secondes. Did you see it? I saw it, yeah. It was wow. C'était vraiment incroyable. On en a vu un petit hier, mais celui-ci, on pourrait le décrire comme deux boules. Une boule qui se sépare en deux et ça a duré 3 secondes. 3 secondes de plus qu'hier, c'était vraiment, vraiment incroyable. Le lendemain, séance de débriefing au PC. Une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise. There's nothing like this, is it? That was yesterday. That's the best. C'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise. Of the Omni. And I think if you see Si vous pouvez voir, you manage to get all avec the les différents mouvements, ça ne se déplace pas en ligne droite. Le temps de pause est de 30 secondes, ce qui donne cette traînée lumineuse, qui est en réalité le déplacement de la lumière. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. C'est le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Hessdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr. Ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à un objet solide, comme du métal. L'Université de Norvège est en contact avec des scientifiques italiens qui traitent les données d'Hessdalen. Nous partons donc sur la côte adriatique. C'est ici que l'on détecte et que l'on reçoit les échos radars d'Hessdalen. L'Institut de radioastronomie basé à Medicina a reçu un signal particulièrement fort la nuit de notre observation. Durant la nuit du 19 au 20 septembre, nous étions à Hessdalen et nous avons vu quelque chose de très impressionnant. Et il semblerait que vous l'ayez détecté sur vos radars, n'est-ce pas? Oui, nous avons installé, il y a 3 ans, un radar à basse fréquence. Cette nuit-là, c'était vraiment intéressant. Parce que pendant l'observation visuelle que vous avez faite, vous et d'autres personnes dans la vallée, notre radar a recueilli des données très intéressantes. Des échos que nous avons enregistrés. C'est la première fois que nous pouvons avoir une corrélation entre ce que l'on voit et la mesure d'un instrument comme notre radar. L'écho-radar, le voici. Il y a un pic au moment de l'observation, ce qui semblerait indiquer le passage d'un objet solide. Les Italiens ont aussi pu filmer les lumières d'Hessdalen. Ils nous ont confié le meilleur enregistrement qu'ils ont réalisé lors d'une mission en 2001. Les lumières gardent entre elles une distance constante, comme si un objet sombre les reliait. Nous allons interroger Massimo Teodorani, un astrophysicien italien qui s'est longuement penché sur le cas d'Hessdalen. Et pour lui, ces lumières peuvent s'expliquer par un phénomène naturel. Vous avez une sorte de soupe d'électrons et de protons, un phénomène électrique. Un plasma, c'est un mélange d'électrons et de protons libres. C'est le premier état de la matière que vous retrouvez dans les étoiles.
Les lumières d'Esdalen sont comme des petites étoiles, même si le mécanisme qui les maintient en vie est différent. Cette sorte d'énergie peut expliquer les formes géométriques? C'est une bonne question. Il y a une partie de ces phénomènes qui sont difficiles à expliquer. Officiellement, nous étudions un phénomène naturel, mais il y a aussi un mystère, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Esdalen reste pour l'instant un exemple de phénomène aérien non identifié. Le Centre national d'études spatiales français, le CNES, a décidé de se joindre aux scientifiques italiens et norvégiens pour tenter de résoudre l'énigme. Militaires et scientifiques travaillent sur les ovnis. Ils sont prudents pour ne pas alimenter les délires des ufologues et des chasseurs d'extraterrestres. Pour l'armée et pour les scientifiques, de nombreuses observations visuelles sont troublantes. Alors, les experts continuent de chercher pour trouver peut-être un jour des réponses à ce qui reste encore aujourd'hui inexpliqué. The conclusion I've come to is incredibly wild, that those in charge have been successful in keeping secret the greatest story of mankind. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this. They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock, it doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it, that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object, and as I came around, I seen there was an inscription on the front, and this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs, and as I ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you, they should open those Roswell files. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. If it's out there, if it's real, we have a right to know. Quand j'ai été au poste de police militaire, un sergent a commencé à rire et j'ai dit « Qu'y a-t-il de si drôle ?» Et il m'a dit hier soir « Burroughs, Peniston et Kovanicek étaient dans la forêt pour chasser l'OVNI toute la nuit. » Évidemment, j'ai ri de la blague car c'était plutôt drôle. Mais 2 jours plus tard, le colonel Halt est appelé par le chef de la police militaire de la base. L'objet non identifié serait de retour. Le colonel part aussitôt sur place avec une douzaine d'hommes.
On approche du site et le lieutenant me montre les empreintes. Il y avait 3 empreintes de 25 à 30 cm chacune dans une sorte de triangle. J'ai demandé à un sous-officier de sortir le compteur Geiger, de faire des relevés et de prendre des photos. Et nous avons fait des marques sur les différentes traces. Nous avons cherché et trouvé des marques sur les arbres. Et le lieutenant a regardé en haut. Regardez, il manque des branches à l'arbre. J'ai noté tout ça et le sous-officier lisait son compteur Geiger. Les niveaux n'étaient pas dangereux, mais 5 à 10 fois plus élevés que la normale. Un gars de notre équipe a dit « Regardez là-haut ». Nous avons regardé à travers les arbres et nous avons pu voir quelque chose d'énorme. C'était de forme ovale, rouge, avec un centre noir. Ensuite, il voit plusieurs lumières. Le colonel Halt appelle sa base et il enregistre sa conversation. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. 0-316, now we've got an object about 10 degrees directly south. 10 degrees off the horizon. And the ones to the north are moving, one's moving away from us. Moving out fast. Yeah, we're both heading north. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. L'objet a reculé. Il est retourné sur le champ du paysan. Il est resté stationnaire pendant un petit moment, et puis silencieusement, le plus juste, c'est de dire, il a explosé. Il s'est transformé en 5 objets et a disparu. Juste comme ça, il n'y avait pas de bruit, rien. Le colonel Halt rédige un rapport pour le ministère de la Défense britannique. Il raconte en détail ce qui s'est passé. Nous avons retrouvé un ancien membre du ministère de la Défense britannique qui a accepté de nous parler. Nick Pope a travaillé 21 ans au ministère de la Défense. Pendant 3 ans, il était en charge du bureau 2A. Derrière cette appellation se cachait en réalité le bureau de recherche sur les ovnis au Royaume-Uni. Ce sont eux qui ont travaillé sur cette affaire de Rendlesham. L'affaire de la forêt de Rendlesham est la plus célèbre affaire d'OVNI. Elle est intéressante car il ne s'agit pas seulement de lumière dans le ciel. Nous avons un rapport clair et de nombreux témoins militaires qui parlent d'un engin qui a atterri. Il a laissé effectivement des traces physiques, des marques sur le sol et aussi des radiations. Nous avons là quelque chose de beaucoup plus important que d'ordinaire. Voici des moulages des traces au sol qui ont été laissées par l'engin. Ces moulages ont été réalisés par l'armée. Le point intéressant, c'est que c'était l'hiver. Le sol était très dur et les militaires consultés ont estimé le poids de l'engin à plusieurs tonnes pour pouvoir réellement faire ces marques. Des relevés de radiation ont été aussi analysés. J'ai ici ce document. C'est l'expertise des équipes du ministère de la Défense sur les radiations relevées par le colonel Halt sur le terrain. Et il dit que ces niveaux sont nettement supérieurs à la normale. C'est le document officiel du ministère de la Défense. Nous sommes retournés sur la base de Rendlesham avec l'astronome anglais Ian Ridpath. Ce scientifique reconnu démontre régulièrement les supercheries liées aux soi-disant apparitions d'objets volants non identifiés. Ian Ridpath pense que le colonel Halt s'est trompé. De nuit, il nous conduit à l'endroit exact où les militaires américains pensent avoir vu l'OVNI. Quand nous serons à l'endroit où se tenait le colonel Halt, nous allons également voir une lumière clignotante dans la même direction que la ferme. Et c'est en fait un phare. Je pense qu'il est tout à fait clair que la lumière clignotante qu'il voyait entre les arbres, c'est le phare à 6 km sur la côte. Et effectivement, au loin, une petite lumière clignote.
Pourtant, les militaires parlaient d'une intense lumière. Ici, nous sommes à peu près où le colonel Halt était quand il recherchait à travers les champs vers ce qu'il a décrit comme une lumière clignotante. Je pense, vous savez, qu'on parle d'il y a plus de 20 ans. Il y avait moins d'arbres au loin, par conséquent, il a vu la lumière plus intensément que ce que nous voyons maintenant. Il n'était pas là. Vous avez déjà vu un phare se déplacer au-dessus de la forêt, venir vers vous et exploser en 5 objets? Les objets étaient là et le phare là-bas. C'est tout ce que je peux lui dire. Quant aux traces trouvées dans le sol, l'astronome britannique a aussi une explication. Ce que nous pouvons voir dans de nombreux endroits sur le sol de la forêt, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui ont été grattées par des lapins ou de petits animaux. Cela ressemble un peu à ça. Ils en ont trouvé et ils ont interprété cela comme des traces d'atterrissage. Pour penser que ces marques ont été faites par des lapins, il faut être fou. Le sol était gelé, presque solide. Et il aurait fallu, selon les calculs des militaires, il aurait fallu un objet de plusieurs tonnes pour faire ces marques. Ce devait être un très gros lapin. Depuis 27 ans, le gouvernement britannique a toujours refusé de s'exprimer sur l'objet volant décrit par les militaires américains à Rendlesham. Selon vous, pourquoi le ministère nous a-t-il refusé une interview? La politique du ministère de la Défense a toujours été de minimiser la question des ovnis. Oui, il y a même parfois de l'embarras. Car ces objets se déplacent très vite, font des manœuvres que même les meilleurs jets ne peuvent pas faire. Personne n'aime parler d'une situation où l'on est désemparé et où la réponse est « nous ne savons pas ». Car le gouvernement passe alors pour stupide et ignorant. Dans d'autres pays, comme en Amérique latine, l'armée fait beaucoup moins de mystère sur le phénomène OVNI et ne cache pas être préoccupée par certaines apparitions. Nous sommes à Lima, la capitale péruvienne.